vous ouvrez ce livre avec une espérance que les printemps arabes aboutissent à un regain de liberté. Et on a envie de vous dire un peu vulgairement qu'Aramba encore raté. Et oui, c'est ce que voulaient les peuples. Mais entre ce que veulent les peuples et ce qu'ils obtiennent, vous savez, c'est la réédition de l'indépendance. À l'indépendance, ils voulaient la liberté, ils ne l'ont pas eu. Ils voulaient le développement, ils ne l'ont pas eu. Ils voulaient l'éducation, ils l'ont eu à moitié. Et donc, finalement, la séquence a montré, lors des printemps arabes, que les espérances étaient intactes, mais évidemment, leur réalisation plus que complexe. Hormis l'indépendance, qu'est-ce que la décolonisation, qu'est-ce que les décolonisations ont réussi ? Alors, elles ont réussi d'abord, c'est beaucoup dire. Si mais justement, l'indépendance a été quand même un point commun à tous ces pays. Ils ont obtenu l'indépendance. Absolument. On peut pas, ça, c'était une réussite. Oui, c'est une réussite pour eux. C'est une réussite pour eux, oui. qu'on ne peut pas vraiment, dont on ne peut pas vraiment faire crédit à la France. Parce que, si vous voulez, elle s'est faite au bout de 16 ans de guerre coloniale, notamment en Indochine, puis en Algérie. C'est-à-dire qu'en fait, on a une décolonisation, il faut bien le dire, épouvantable. Et les autres pays, finalement, qui ont bénéficié de ce train très douloureux, je pense notamment aux pays d'Afrique subsaharienne, mais aussi au Maroc ou à la Tunisie, ou à Madagascar, ont été entraînés dans ce mouvement. Voilà. Donc ça a été une réussite pour eux, parce qu'ils ont réussi à obtenir l'indépendance sans la guerre. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on était dans un contexte très particulier. On était dans le contexte de la guerre froide. La guerre froide, il y avait deux camps à travers le monde. Soit vous étiez avec moi, soit vous étiez contre moi. Et donc les pays qui voulaient se sortir de la tutelle française ne se sont pas vraiment sortis, sont restés dans la tutelle occidentale, ou alors à des conditions extrêmement dures et douloureuses, je pense à l'Indochine, et puis bien sûr au pays de Sékou Touré aussi. Mais si vous voulez, au-delà de ça, les espérances, elles portaient sur la politique intérieure, sur le développement notamment. Le développement, dans les anciennes colonies de l'Empire français, n'est pas venu, ou en tout cas est venu très peu et très, très tardivement. Alors, une chose frappe justement, c'est que les libertés publiques sont quand même les grandes perdantes de ce phénomène. Ah oui, c'est clair. Si vous voulez, parce que les groupes politiques, militaires, dirigeants qui ont obtenu l'indépendance l'ont fait souvent, ont dirigé les mouvements indépendantistes au nom des libertés. Liberté d'aller à l'école, liberté de voter, liberté de circuler, etc. Liberté de se gouverner, de s'auto-gouverner. Mais au fond, ils n'étaient pas démocrates. Il n'y avait pas eu véritablement une éducation démocratique. Et quand elle avait eu lieu, comme en Algérie, la guerre a détruit la société politique algérienne. Donc, ailleurs, la seule exception, il y en a quelques-unes. On peut parler du Sénégal, on peut parler de la Tunisie, mais qui ont eu des dictateurs... La Côte d'Ivoire ? La Côte d'Ivoire, oui, ça a été plus dur, mais ils ont eu des dictateurs éclairés dans ces rares pays, finalement, qui ont... Dictateurs, ça veut dire qu'ils sont autoritaires, mais ils ont quand même au moins promu l'école et certaines libertés publiques. Donc, sur le long terme, il y a eu des gains qui ont été réalisés. Mais, si vous voulez, la démocratie, les droits de l'homme, les droits personnels, ne peuvent pas vivre, j'allais dire, d'eau fraîche. Il leur faut... des supports. On sait très bien quelle est l'importance de la classe moyenne pour faire vivre la démocratie. Jamais la classe moyenne n'est advenue dans ces pays. Oui, c'est quand même un des autres phénomènes, c'est un autre perdant en tout cas, ça a été l'économie, la prospérité. Vous écrivez « aucun pays développé ». Aucun pays développé dans l'ancien empire colonial français. Ouais. Non. Il faut remonter à l'empire de l'Ancien Régime, le Canada. Mais non, bien sûr, c'est quelque chose qui est très difficile. Mais est-ce qu'il y a une malédiction française ? Je crois que nos capitalistes, en réalité, c'est-à-dire ceux qui auraient pu investir dans l'Empire, ceux qui auraient pu y développer une industrie, ceux qui auraient pu y développer des marchés et aussi des techniciens, des ingénieurs, etc., ne s'y sont jamais intéressés. Jusqu'en 1914, les investisseurs français investissent partout dans le monde, dans l'empire des Tsars, en Amérique latine, aux États-Unis, sauf dans leur propre empire, moins de 10% des investissements. Il faut attendre l'entre-deux-guerres où la situation internationale est calamiteuse pour que les choses s'améliorent. Et puis enfin, la période de la guerre d'Algérie. Savez-vous que la France, dans les 10 dernières années de sa présence en Algérie, a investi autant que dans les 120 ans qui ont précédé. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu vraiment d'intérêt. En fait, on est resté figé dans le 19e siècle.
des colonies agricoles, finalement stupides en plus, puisqu'elles concurrençaient les agriculteurs français. Je pense notamment à la viticulture au Maghreb, qui est venue manger les marchés des viticulteurs français. Ça fait du Sidi Ibrahim. Oui, Sidi Ibrahim, mais le Sidi Ibrahim, si vous voulez, il a mangé les vins du Languedoc, et donc vous avez une crise sociale en France, et pas vraiment de développement en Algérie, ce qui fait beaucoup. Il y a une constante, c'est que tous ces pays, puisque vous parlez de la France, se sont détachés progressivement de la puissance coloniale depuis cette époque. Le détachement vis-à-vis de la France ne cesse de se faire. Oui, alors il ne cesse de se faire surtout dans la phase actuelle. Je dirais qu'il faut revenir aux années 60. C'est pour ça que c'est très important de faire de l'histoire. Parce que si on regarde aujourd'hui le rapport très mauvais que la France entretient avec l'Algérie, ou que l'Algérie plus exactement entretient avec la France, en dépit de la volonté française d'apaisement, on a l'impression que c'est comme ça depuis 1962. Or, que constate-t-on dans l'été 1962 ? La coopération franco-algérienne se met en place dans toutes les directions, y compris dans la direction militaire, avec des stagiaires algériens qui viennent dans les écoles de l'armée française. Et dans tous les domaines, une coopération extrêmement importante s'opère dans les années 60-70. Donc en réalité, ces pays ont été proches pendant très longtemps. La France a développé dans le monde arabe ce qu'elle appelait la politique arabe de la France, qui était une proximité avec les États, et avec l'Afrique, ce qu'on a appelé, c'est le président de la Côte d'Ivoire qui l'a appelé ainsi, c'est la Franc-Afrique. Et d'ailleurs, il ne l'appelait pas comme ça de manière péjorative, il demandait la Franc-Afrique, qui était la forme de coopération en Afrique subsaharienne. Donc la proximité a duré toute la guerre froide. Elle a cessé évidemment à la fin du siècle, quand les cartes ont été rebattues. Je parle là de l'Afrique éventuellement, parce que l'Indochine c'est une autre affaire. Il n'y a jamais eu de coopération très durable avec l'avènement du communisme asiatique. Mais en Afrique et dans le monde arabe, il y a eu cette coopération. Et les choses ont tourné finalement au début du XXe siècle, c'est-à-dire que les générations qui ont organisé côté français comme côté colonisé l'indépendance, ont régné encore pendant une quarantaine d'années et sont restés main dans la main. Et depuis, évidemment, on assiste à un délitement. En France, c'est le départ de Jacques Chirac, mais aussi en Afrique, le passage des générations. On l'a vu récemment avec l'Algérie, même si c'est plus compliqué. On l'a vu il y a 20 ans avec le nouveau roi du Maroc, Mohamed VI. Et là, la transition s'opère et les distances se prennent. Et distance aussi avec soi-même, parce que vous savez, l'interpénétration, elle n'est pas seulement politique, physique, elle est aussi mentale. Mais alors, ce qui est très paradoxal, c'est qu'on observe effectivement cette prise de distance au plan politique, mais pas forcément au plan humain, parce qu'il y a un autre phénomène que vous pointez, c'est l'exode des cerveaux et des élites, et quand même l'immigration, elle, de ces anciennes colonies vers l'ancienne puissance coloniale, elle n'a pas baissé depuis ces années-là. L'immigration a été croissante progressivement. Elle était extrêmement faible dans les années 60. Elle ne concernait pratiquement qu'une minorité algérienne. Et puis petit à petit, effectivement, au fur et à mesure que la francophonie s'est répandue dans l'Ancien Empire, parce qu'on oublie que la francophonie, en fait, les peuples d'Afrique subsaharienne, mais aussi du Maghreb, sont les classes moyennes, ou ce qui aurait pu être la classe moyenne, en tout cas le milieu de la société, est devenu francophone après les indépendances, du fait de la coopération. Et c'est une fois que ces populations sont devenues francophones qu'elles ont aspiré à émigrer pour avoir une vie meilleure, pour avoir des libertés, pour pouvoir exercer leur métier dans des conditions décentes. Et c'est effectivement un héritage très lourd et une conséquence inattendue. Et est-ce que c'est pas un fiasco pour les régimes et pour les États qui ont été décolonisés ? Alors, dans les années 60, émigrer vers l'ancienne puissance coloniale, c'était une honte. Les étudiants, notamment, rentraient dans leur pays. Et puis, à partir du moment où la crise s'est installée, la crise économique et sociale très lourde, du fait notamment de ce qu'on a appelé l'explosion démographique dans les années 70-80, on a vu les étudiants rester pour exercer leur métier dans des meilleures conditions, pour pouvoir vivre la vie qu'ils avaient envie de vivre. Et on a oublié cette honte des débuts. Et puis, ça a créé un effet boule de neige. Et effectivement, la pression migratoire n'a jamais été si forte qu'aujourd'hui. Est-ce que ça n'arrange pas aussi quelques gouvernements en place ? Parce qu'avec ça, vous avez un apport d'argent de l'étranger, l'affût d'une population qu'il faudrait nourrir et qui pourrait contester, surtout quand il s'agit des classes moyennes. Et en prime, parfois, elle affaiblit et elle dénigre le pays d'accueil.
Oui, mais surtout, si vous voulez, ça pénalise les peuples. Parce que quand vous pensez à l'exode des médecins ou des ingénieurs, que ces pays, souvent, ont contribué à élever à l'école primaire, au collège, au lycée, et qu'ensuite, vous avez des départs d'ingénieurs, soit formés en France, soit formés dans le pays d'origine. Là, vous avez des pertes sèches irrattrapables, et l'interdiction, l'impossibilité non seulement du développement, parce qu'il n'y a pas de développement sans santé, sans médecine publique, et il n'y a pas de développement non plus sans emploi. Et là, on est effectivement dans quand vous savez que la moitié pratiquement des médecins africains n'exercent pas en Afrique, ce sont des conséquences désastreuses. Mais malheureusement, les sociétés africaines d'aujourd'hui, pour beaucoup, sont incapables de leur offrir un cadre de vie tel qu'elles le voudraient et un milieu de travail. Et donc, on est dans une sorte de spirale, effectivement, qui pénalise plus encore les peuples que les gouvernants, vous avez raison. Alors, il y a ce phénomène migratoire, mais effectivement, on voit bien que ces régimes n'ont pas fait mieux, en tout cas en matière économique, que le colonisateur français. Est-ce que c'est aussi du fait, de ce qu'on peut entendre, en tout cas dans un discours anticolonialiste encore aujourd'hui, de la prévarication des colonisateurs ? Encore une fois, la colonisation, c'était une affaire politique, c'était une affaire nationale, c'était une affaire militaire, c'était le drapeau en réalité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les capitalistes français ne se sont jamais intéressés à l'Empire. Pour eux, c'était un boulet, c'était un puits sans fond. S'il fallait financer des guerres coloniales, il fallait financer des administrations, ça ne les intéressait pas. Et donc, il s'est créé dans les colonies une économie de rente. Port, transport, infrastructure, immobilier et les banques pour financer l'ensemble. Et on en est toujours là. C'est-à-dire qu'on n'est pas passé à l'âge industriel. Alors, nous, on est dans la problématique de la désindustrialisation, mais quand on regarde ces pays, ils ne sont jamais industrialisés, ni à la période coloniale, ni après. Sauf dans certains cas très particuliers ou dans certaines villes, je pense à Casablanca, mais qui n'a pas eu la capacité à tirer l'ensemble de la société dans le développement industriel et le développement tout court. Est-ce que les Britanniques ont mieux réussi ? Alors les commerçants britanniques, oui, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Inde, c'était la colonie de la Compagnie d'Orient, vous voyez, des Indes orientales. Et donc ce sont des marchands, jusqu'en tout cas au milieu du 19e siècle. Bizarrement, l'esprit de capitalisme a été davantage insufflé. Nous, il a été insufflé dans certaines régions comme l'Indochine, mais le communisme a éradiquer cet esprit, vous voyez, en Indochine. Et donc, dans les colonies d'Afrique et du monde arabe, ou de l'Afrique du Nord, etc., on n'a eu ni l'un ni l'autre. On n'a pas vraiment eu le communisme, sauf exception. On n'a pas eu le capitalisme non plus. Et finalement, la seule chose qui compte, comme sous l'Empire, c'est le drapeau, la politique et l'armée. Et malheureusement, on ne peut pas développer un pays dans ces conditions. C'est autre chose. Une dernière question, c'est une question d'actualité. Récemment, dans le Figaro, la politologue Khadija Mohsen Finan disait « Une guerre au Maghreb n'est plus à exclure ». Alors, sous le temps de la colonisation, il n'y a pas eu ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on risque d'avoir une guerre entre le Maroc et l'Algérie ? De mémoire, il y a eu 17 guerres entre le Maroc et l'Algérie à l'époque de l'Empire ottoman. Donc, historiquement, oui. Pratiquement, ça paraîtrait fou. Mais malheureusement, on sait très bien que quand vous avez des très gros appareils militaires qui se développent, on l'a vu récemment en Russie, la tentation un jour est de s'en servir. Et ça serait évidemment affreux, il n'y a pas d'autre mot, que les tensions extrêmes qui existent aujourd'hui entre ces deux pays qui n'ont plus aucune relation débouchent sur une guerre. Personne ne le souhaite. Malheureusement, la folie des hommes nous oblige à une extrême vigilance. Et c'est ce qu'on découvre en relisant le choc des décolonisations. Alors maintenant, c'est plus petit et c'est moins cher, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas avoir lu cet livre absolument incontournable, ce classique de Pierre Vermeuren qui est chez Odile Jacob Poche au rayon essai. Merci beaucoup Pierre Vermeuren, vous reviendrez bien entendu, vous avez votre ronde serviette ici. Merci beaucoup de nous avoir suivis, on se retrouve très vite sur le plateau de Point de Vue.